la journée du... Nous avons déjà eu la journée du vendredi 12 novembre, où nous avons eu les opening remarks avec Abiko, et puis le modérateur était Abiko lui-même. Après, nous avons eu deux sessions ce vendredi 12 novembre, deux sessions dont la deuxième a été modérée par Frédéric Worms et la troisième par Deborah Moratopin. Aujourd'hui, nous aurons également trois sessions. La première, dont je suis le modérateur, va écouter les présentations de Anna Kuzmiruk et de Isashi Matsui. Après cette première session, nous aurons la deuxième session modérée par Elie During, où nous allons écouter Marc Rigaud et Thomas Mikal. Et la troisième session, la dernière de cette journée, modérée par Paul-Antoine Michael, nous allons écouter Tadashi Yashino et Yesun-Ri. Donc, je voudrais présenter maintenant notre intervenante du jour, Madame Anna Kuzmiruk, qui est de l'université de Nicolaus Copernicus University de Toronto. Et elle va nous parler de quoi? De Empty Space, Abstract Time, Bersonian Critique of Scientism, à propos New Physical Theory in 20th Century. Hello, Anna, you are ready to take the floor? Yes, I am. Thank you. Okay, now you can take the floor and give your speech. I think you have something like 30 minutes. And after that, we'll listen to the second speaker. Thank you very much. You are welcome, and you have the floor. Okay, thank you very much. As I said, my name is Anna. I'm from University, Nicolaus Copernicus University in Poland, and I'm doing my PhD on Bergson. So, not further ado, as the title of my presentation indicates, I'm going to talk about Bergson's critique of concepts that were profoundly ingrained in people's minds, not only scientists, but philosophers and laymen as well. Namely, the idea of empty space, abstract time, or absolute motion. Those concepts were well established in science and philosophy till the end of 19th century, enough to recall Newton's physics or Cartesian philosophy. Especially the exact sciences tend to approach their object from without, from the point of view of an external, objective, and detached observer. The dominant perspective was the mechanistic one, especially till the 20th century. I am talking about the concept of the arrow of time on which events are located, space that is considered as some kind of container for all extended objects, motion that consists of points on a line through which the body moves. This is the view that we have grown to be accustomed to and often do not even realize it. It became the matter of common sense, at least it poses as one, to see time, space, and motion as such. I am not talking only for the 19th or 20th century. We are still very much used to those ideas. This is how we imagine time, space, and motion. And by we, I mean not only people in general, but philosophers and physicists especially. Stephen Hawking, in his book History of Time, writes that, quote, we still use Newton's theory for all practical purposes because the difference between its predictions and those of general relativity is very small in the situations that we normally deal with. Newton's theory also has the great advantage that it is much simpler to work with than Einstein's, end of quote. Interestingly enough, Einstein himself presented a mechanistic worldview, but I'll talk about it in a minute. As for philosophers, I once had a conversation with one of the professors of philosophy at my university,
And when he learned that I'm interested in the philosophy of time, he immediately asked me whether it has something to do with the view that puts in question the idea of linear time, because if that was the case, he didn't want to hear it. Not very philosophical approach, one might say, but I think he had centuries of history of science and philosophy behind him, and a lifetime of mental habits. It was Galileo that first developed standards for time, then it was elaborated on by Newton, who believed that, quote, nature is written in mathematical symbols, end of quote. On the other hand, the history remembers Bruno and Spinoza, who was as deterministic as their contemporary physicists. And we do not forget about Descartes or Kant, or better yet, Democritus with his void, and Euclid with his straight line that stretches instantaneously in infinitum in both directions. As we can see, there was always the frame of reference, some absolute. Moreover, there is a reason other than a custom for us to still use those ideas, namely their usefulness. Understanding motion as divisible sections through the line of trajectory that it carves helps us see how movement describes a space and enables us to anticipate that at any point of this space the moving body might stop. Bergson was well aware of that. In fact, he traced the history of science in pursuit of such mental habits and how they influenced science. He considered Zeno paradoxes not as paradoxes, but as a testimony of certain inclination of our intellect to put change in terms of constancy, qualitative transitions in terms of a number, immediate experience in terms of logical symbols. In her study on Bergson, Polish philosopher Barbara Skarga observes that one of Bergson's conclusions with regard to the history of science was that science had not always been interested only in quantitative relations, but it could be oriented on quality as well, the exact sciences included. Bergson's assessment of science is all the more intriguing since he started his scientific interests with a passion for math, which appears to him as the only source of reliable knowledge. He was also very keen on physics and biology. It was science that led him on the track of problems that appeared to him especially far-reaching, i.e. that of time. He wrote in his letter to a friend, William James, quote, I had remained wholly imbued with mechanistic theories, to which I had been led at an early date by the reading of Herbert Spencer. It was the analysis of the motion of time as it enters into mechanics and physics which overturned all my ideas. I saw, to my great astonishment, that scientific time does not endure, that positive science consists essentially in the elimination of duration. This was the point of departure of a series of reflections which brought me by gradual steps to reject almost all of what I hitherto accepted and to change my point of view completely. End of quote. Indeed, starting as a supporter of Spencer thought, Bergson ended up criticizing it. The same can be said about Einstein's special relativity, or rather its philosophical implications. However, Bergson did not just criticize scientists of his era, but a wide tradition in Western thought since about 15th century. His main critique was aimed against the mechanical way of thinking. According to him, science gives us the world mediated through symbols, which deform our sense of reality to the extent that they immobilize what we experience as occurring in temporal flow. And this world was entrenched by scientism, understood as a belief that the only method of gaining knowledge is by following scientific methods.
Bergson underlined the importance of questions of time and space not only to our lives but also to science, similarly with an idea of movement. According to him, modern science was born on the day when the movement became a rule, that is, when physicists stopped searching for privileged movement and began studying general principles of movement. As pioneers, he saw Galileo, Newton, and Descartes. In classical mechanics, there were two distinct categories of motions. First, absolute, i.e. those which were taking place with respect to the absolute space of Newton, and relative, which were taking place with respect to other bodies only. Thus, a body can be either in absolute motion and at relative rest, or at absolute rest and in relative motion. It was only when the search for the evidence of absolute motion failed that the distinction between absolute and relative motions had to be dropped, and with it, inevitably, also the concept of absolute frame of reference. For scientists and philosophers believed for a long time that absolute motion is possible due to the existence of ether, an all-pervading substrate of electromagnetic interactions, seen as physical embodiment of the Newtonian absolute space. And even when those beliefs were questioned after experiments such as Michelson's, it was still hard to renounce the absolutes. Even though Poincaré declared that absolute motion is undetectable in principle, this did not mean that absolute motion does not exist. This step was much harder to make. And even with both ether and the notion of infinite velocity of gravitation was banished from physics due to Einstein's special relativity theory, the idea of geometrical container survived in minds, as did deterministic thinking. Poincaré even said that, quote, a science that is not deterministic would be no science at all, end of quote. Theory of relativity implies a different image of time than the line, namely Minkowski's space-time as irregular. In special relativity, space and time are not the same for all observers, but depend on their own relative velocity. Time can either go faster or slower, depending on speed and gravity. Thus, the absolute time, space, and motion could no longer exist. However, Einstein still wanted to achieve a complete deterministic description of the universe. Although time was no longer linear, it remained geometric, since space-time was represented as fourth dimension. Even though time was now regarded as relative to mass and velocity, and not as absolute, these relations are still determined. Interestingly enough, even when trying to resolve the so-called twin paradox, Einstein seemed not to be able to escape the ghost of the privileged frame of reference. It took him developing general relativity to resolve the issue. I mean the paradox, not the privileged frame of reference. As philosophy of science shows, science aims to produce and analyze phenomena in the controlled environment of laboratory, which is focused on patterns and similarities that can be generalized, not on uniqueness. In Bergson's words, quote, in dealing with things, science is concerned only with the aspect of repetition. Anything that is irreducible and irreversible in the successive moments of a history eludes science. End of quote. Another aspect of science that was the object of Bergson's criticism was the presumption that each new development is already contained in the preceding ones. This is the reduction that does not allow for change. Moreover, it supports the idea of necessary connection in time, which is the basis for the notion of causality and determinism.
Against all appearances, this view implies timelessness. We can observe it on the example of mathematical equations or logical reasonings. When we write down the left side of the implication and think of the right side, we think of a solution that is waiting for us to discover on the right side, a solution that already exists. And just as this solution, the future seems fixed and just waiting for us to uncover it. Just like in science fiction movies, the future is already embedded in the present, which results from the past. We should not forget about metaphysics that accompanies science, for those ideas of abstract time or absolute space did not come from experiments. Those were assumptions that scientists were operating on. If we look at scientific method, we will conclude that, according to science, events are rather repetitive than unique, and this is definitely a metaphysical claim. The claim that, we should say, precedes any scientific founding, not follows from it. This was actually one of Bergson's arguments against Einstein and his new theory. Not that he has a metaphysics, since in Bergson's view science should not even try to rid itself from ontological claims, for implicit metaphysical assumptions cannot be removed. What bothered Bergson was that Einstein does not admit or even recognize his metaphysical assumptions. And it is indeed a dangerous situation, because if unchecked, those assumptions can be mistaken for conclusions. In order to discuss and question those assumptions, they have to be articulated. And this is not only the job of philosophers, but scientists should be aware of their metaphysics and open about it. Einstein, at least in opinion of Bergson, was not. Intrinsic to the philosophy of Bergson was a concept of intuition. And the reason I am mentioning it is that it is also important for his stance on science. For according to Čapek, intuition consists of epistemological effort to break certain intellectual habits, associations of ideas which appear solid and unbreakable due to the fact of their familiarity and repetition. He calls it Euclidean subconscious. It makes us perceive reality through the prism of fixed ideas such as linear time. And the effort to recognize those mental habits of ours and to try to look past them would be the work of intuition. Intuition would be then this untiring effort to search for accurate description of reality, the effort of invention and reinterpretation rather than static framework of motionless space. This would be the very way to overcome our mental habits. Hence, Bergson not only offers us a critique of the scientist's way of thinking, not only like Socrates, what we do and do not know, but he also calls out for a new way of thinking. The perfect example of this new way of thinking is Bergson's concept of due time. Throughout his works, Bergson addressed a problem of conceptualization of time in exact sciences. According to him, classical mechanics attempted to picture the universe outside of time, for time was there considered as mechanical process, and events were supposed to unfold as occurring in a linear process. But it is not time as we know it from our experience, because this time does not endure, it can only be measured, not lived. Moreover, Bergson believed that we tend to confuse duration with extension. We think of time as it was space, but lived time should not be regarded as fragmentary. It is not a sequence of fixed moments. Believe that the future, even though hidden to our subjective knowledge, coexists in all its specific details alongside the present,
is just an illusion, because then no novelty could ever appear. Furthermore, time is not divisible in infinity. It is not divisible at all. The now is not mathematical point on the arrow of time, nor is time an empty void filled with events. For duration and its content is one and the same. The combined concept of linear time and three-dimensional space in classical mechanics caused phenomena such as force, movement, or gravity to appear as being determined. Even on the grounds of special relativity, time is not duration, for we cannot grasp continuity on the basis of a geometrical conception of time. And for these reasons, concepts of time as a four-dimension were also unsatisfactory. Regardless of what geometrical category time is supposed to be, either taken as linear and absolute or as relative, this time is in fact timeless. To show this, let me evoke yet another important aspect of time that differs in Bergson's philosophy and in classical physics, namely the possibility to reverse time. Science views physical process as reversible. Similarly, since those processes take place in time, time itself might be as well reversed. One only needs to reverse the forces responsible for going from the beginning state to the end state. Bergson did not agree with this view. In his opinion, time is irreversible. Enough to say trivially that no one grows any younger. In science, it will take quantum mechanics to question that view, as well as the reversibility of the arrow of time. This habit of specialization is reasserted by another, visualization. Our imagination is dominated by the sense of vision. According to Hannah Arendt, Bergson was the first modern philosopher to question the nobility of sight. What is interesting, he introduced a new metaphor to characterize the specializing intellect and its limitations, a metaphor taken from the technological innovations in visual experience of his own era. In Creative Evolution, he wrote, quote, "The mechanism of our ordinary knowledge is of cinematographical kind," end of quote. For cinematography, since its inception, has provided us with the illusion of movement by dint of the rapidity of exposure to a sequence of still images. We tend to perceive reality as rapidly unfolding from one stillness to the next, too fast for us to notice. Yet this is clearly a confusion of movement with immobility, and those are different in time. Similarly, Bergson tried to make the point that thought is a dynamic process and not a static series of mental images. That is why he used musical and kinesthetic metaphors. He was obviously aware of risks involved in our unconscious tendencies to visualize and try to be on guard against them. An important problem in this regard is the language, or rather the lack of it. For the ordinary language only reinforces the worldview established by the formal language of mathematics, thus making us unable to grasp the temporal nature of reality. Maybe that was the reason for renouncing the definition of intuition. Bergson not only questioned our way of thinking, but also did this for scientific reasons. He believed that his philosophy of time is consistent with physics, at least with the direction in which physics will evolve. In one of his works, Bergson writes about physics, quote, "It was for me something essential, closely related to my theory of duration, which lay in the direction in which physics would move sooner or later." End of quote. Interestingly enough, it did in case of quantum physics. Contrary to classical physics and even relativity theory,
quantum mechanics entailed a tendency towards indeterminism. Einstein was reluctant to accept the idea that the universe functions ultimately from a set of probabilities. Everyone heard his famous saying, "I shall never believe that God plays dice with the world." Without a doubt, the world of science that was never the same after uncertainty has been demonstrated experimentally and formalized in mathematical terms. As for the concept of time, it seems that in quantum theory it is possible for time to flow and to be unforeseen. On the final note of my presentation, I would like to entertain the possibility to consider Bergson as a philosopher of science. Conventionally, the philosophy of science is either about defining norms for epistemic validity or the logic of scientific rationality. Bergson, however, was rather interested in the metaphysics that lies underneath scientific claims. He challenged the very basis of scientific research. Thus, Bergson did not hit off the content of science. To the contrary, he engages in scientific dialogue, thus showing that philosophy has a lot to offer, even for science. It would be of a great benefit, even for contemporary thought, to get back to the ideas presented by French philosophers. He may have been forgotten for a few decades, but he is certainly coming back to life now. Exhibit A is this very presentation at this very webinar. Another reason for this resurrection can be the fact that Bergson's philosophical activity took place in a hectic time, when science was questioned and reassessed. The same we can say about now, since the position of science is once again reevaluated in the view of, for example, climate change. At the end, I would like to invoke Jankiewicz's metaphor of a spectator. Quote, "If movement is impossible, if duration is smashed into instants, if Einstein's time stretch out, if simultaneity draw out, they all do so for a spectator who refuses to coincide with Achilles' movement and the traveler's real movement, and whose corrosive dialectic converts the most common and obvious of facts into mysteries. But as soon as the spectator, in turn, also gets up on stage and mingles with the play's characters, as soon as the mind, no longer entrenched in the impassiveness of speculative knowledge, agrees to participate in its own life, we see Achilles catch up with the tortoise. We see the javelin hit its mark. We see everyone's universal time chase away the physicist's vain phantoms like a battlefield." End of quote. Thank you. Okay, thank you, Anna. Thank you very much. Thank you for your clear presentation focused on a major aspect of Bergsonian philosophy. Now we will go right to the second presentation, Mr. Isashi Matthew. I think that we'll listen to the two presentations and we'll debate after the second one. OK, Mr. Isashi Matthew, vous voulez parler de Henri Bergson, le pragmatiste jamesien. Je vous donne la parole et vous avez aussi 30 minutes, au maximum 35. Thank you for your presentation, Mr. Kemogne. Can I share my PowerBook for everyone? Okay. Yes, yes. Okay. Okay, no problem.
In my communication, I'd like to speak in French. So, je vais changer un petit peu d'idée. Donc, je vais parler de la lecture de Bergson sur le pragmatisme de William James, ouvrage 1907, même année de l'apparition de l'évolution créatrice. Dans mon intervention, je vais citer les textes originaux de William James, donc en anglais, et je vais suivre la présentation The Works of William James. Donc, c'est parti. Tac. Et Floris Delattre, neveu d'Anne Bergson, est professeur de littérature anglaise. La biographie de Bergson, rédigée par Philippe Slez et Frédéric Worms, le décrit comme celui qui assiste aux dernières années de son oncle. Il publie non seulement plusieurs études sur Bergson, mais aussi il traduit des extraits des correspondances de William James. Et il publie en 1923 une étude du philosophe américain sur le titre William James Bergsonien. Dans cette étude, il vise par une analyse psychologique et philosophique à mettre au jour les personnalités de James et de Bergson et à préciser leur relation. Son oncle tient cette étude en haute estime et dans la lettre datée du 24 août 1923, il mentionne sa qualité qu'il trouve, je cite, dans un effort des plus vigoureux pour pénétrer à l'intérieur de la pensée de William James et de la mienne, et une véritable intuition de la parenté qu'il y a entre elles. Fin de citation. C'est vraiment rare qu'on rencontre une telle estime exprimée par Bergson quand on mentionne les tentatives de rapprochement entre James et lui. En effet, il porte des critiques virulentes contre les études comparatives de Gaston Hajou, Walter B. Pitkin et Horace Meyer Callen. Qu'est-ce que la parenté intime que Bergson éprouve à l'égard de William James? C'est en insistant sur la différence de la personnalité entre les deux philosophes que Delattre conclut, je cite, qu'ils aboutissent à une conception commune d'une nature continuellement créatrice où le suffisant prédomine sur le tout fait, à une fraternité d'esprit qui, encore indépendant, cheminant encore par des voies différentes, se rencontrent au même carrefour. Fin de citation. Un texte confirme cette conclusion. Dans la lettre à James, datée 27 juin 1907, Bergson mentionne une communauté ou parenté de pensée qu'il prouve dans un chapitre de pragmatisme de William James. Je cite, « Jamais je ne m'étais aussi bien rendu compte de l'analogie entre nos deux points de vue qu'en lisant votre chapitre Pragmatism and Humanism, comme vous dites que for rationalism, reality is ready-made and complete from all eternity, while for pragmatism, it is still in the making. » Vous donnez la formule même de la métaphysique à laquelle je suis convaincu que nous viendrons. Fin de citation. Cependant, Bergson se réfère-t-il au pragmatisme pour porter attention à la conception que James se forme de la métaphysique, tandis que le philosophe américain semble développer sa métaphysique plus amplement dans d'autres ouvrages.
Cette question nous conduit à une étude comparative qui tente de dégager l'originalité d'une lecture fournie en 1911, allons appeler La mort du philosophe américain, dont la préface à la traduction française due son pragmatisme, prise dans la pensée et le mouvement, ce titre sur le pragmatisme de William James, vérité et réalité. Les premières tentatives de déterminer le rapport entre James et Bergson s'intéressent souvent aux questions de priorité de la doctrine ou d'influence entre les deux philosophes. Les efforts de rapprochement conduisent aujourd'hui à aborder des questions philosophiques suscitées par la divergence et la convergence entre eux. C'est ainsi, en précisant les différences de rapport à relation entre les notions de vérité et de réalité chez deux philosophes, que Frederick Worms dégage le problème d'un écart entre la connaissance et le réel. Elie Düring, de sa part, aborde une question topologique à partir de l'analyse de leur usage des concepts. Dans cette intervention, j'aimerais me borner, sans tenter de mesurer la pertinence de la lecture de Bergson, à mettre au jour une conception de la métaphysique que le philosophe français trouve dans la pensée de James et à préciser le projet philosophique imposé par cette métaphysique. Dans la lettre du 28 octobre 1909, Bergson avertit James du risque des malentendus provoqués par la finesse des argumentations développées dans son pragmatisme. Je cite, « Je ne cesse de répéter que c'est une des doctrines les plus subtiles et les plus nuancées qui est parue en philosophie et qu'on est sûr de faire fausse route si l'on parle du pragmatisme avant de vous avoir lu intégralement. » Fin de citation. Toutefois, étant donné l'ensemble des travaux de James, le pragmatisme comporte de différentes lectures. Ainsi, dans un ouvrage en 2 volumes intitulé The Thought and Character of William James, publié en 1935, qui construit le développement de la pensée de James à partir de toute son œuvre et de la masse énorme de ses lettres. Ralph Burton Perry propose une interprétation du pragmatisme. Je cite, « Le mouvement moderne connu comme pragmatisme est en grande partie un résultat du malentendu de James à l'égard du pass. » Fin de citation. À l'opposé, H.S. Sayre, dans l'introduction au pragmatisme pour les œuvres complètes, The Works of William James, publié en 1975, insiste sur le fait que James s'aperçoit bien de la divergence qu'il y a entre l'interprétation du pragmatisme de Peirce et la sienne. D'après Sayre, je cite, « Le pragmatisme peut être, pour la plupart, regardé comme une exploration et une recommandation d'une méthode générale pour appliquer les idées théoriques aux faits particuliers et pour évaluer d'une façon critique les mérites des théories rivales. » Fin de citation. C'est en nous regardant de nous égarer dans diverses lectures du pragmatisme qu'il conviendrait de nous référer à une étude sur l'élaboration de la philosophie de James. Dans son ouvrage intitulé William James, l'attitude empiriste, publié en 2008, Stefan Maderlu tente de systématiser la pensée du philosophe américain à partir de tous ses travaux rassemblés dans Works.
il présente une note également sur le pragmatisme de William James pour l'édition critique de la pensée du mouvement et il dirige un recueil d'études intitulé Bergson et James, 100 ans complet, publié en 2008. D'après Madelrue, le pragmatisme de James est un nouvel essai empirique pour rendre compte de la connaissance humaine. Il contient d'une part une méthode pour déterminer si un concept est significatif et d'autre part une théorie de la vérité qui permet d'évaluer sa vérité et donc de déterminer quelle signification qu'il a. La méthode critique est développée et appliquée dans les leçons 3 et 4 du pragmatisme. Elle trouve le critère général de la signification des conceptions dans leurs conséquences pratiques. Par ailleurs, les leçons 5, 6 et 7 du pragmatisme se consacrent à la théorie de la vérité. Selon Madelrue, James fournit d'abord une explication qualifiée de naturaliste qui attribue la vérité à la satisfaction qui est une conséquence de la bonne adaptation de la pensée à l'environnement. Madelrue précise la satisfaction donnée une idée vraie. Pour être vraie, et donc pour donner une satisfaction, l'idée doit non seulement bien fonctionner dans le contexte donné, mais aussi constituer une totalité cohérente avec le système d'idées préexistant. Mais cette implication suscite les critiques qui reprochent à James de rendre la vérité à la fois subjective et relative. Car la vérité s'assimile d'une part à un simple état d'esprit, quel que soit l'état objectif des choses, et d'autre part, chacun peut trouver une satisfaction où il lui plaît. Il y aurait donc autant de vérité que d'individus satisfaits. James fournit ainsi une théorie, une autre explication que Madelrue qualifie d'ampliste. Je cite, une idée est vraie lorsqu'elle prouve qu'elle peut conduire à son objet à travers une série d'intermédiaires que le monde, l'expérience fournit, cette transition constituant alors sa vérification, fin de citation. Ce processus de justification nous mène ainsi à une expérience pure pour y suivre l'opération de l'activité conceptuelle. Pour Madelrue, le pragmatisme est donc une théorie empirique de la connaissance qui invoque un futur à l'expérience pure. C'est dans cette tentative de remonter à l'expérience pure que Bergson découvre une nouvelle conception de la métaphysique. De ce point de vue, la lecture de Madelrue est considérée comme celle qui met la théorie de la vérité avant la métaphysique. Au contraire, d'après Bergson, c'est une métaphysique qui précède la théorie de la vérité. Bergson remarque que, je cite, la plupart des philosophes établissent notre expérience du côté sentiment et volonté, en même temps qu'elle la prolonge indéfiniment du côté pensée. Fin de citation. Elles réduisent ainsi l'homme à l'intelligence logique. À l'opposé, pour William James, l'homme tout entier compte, et il envisage ainsi des expériences psychiques et mystiques. À la fin de la deuxième leçon du pragmatisme, James affirme que, je cite, le pragmatisme, pour sa part, est prêt à tout prendre en compte, la logique comme l'essence
et même les expériences les plus humbles et les plus personnelles. Il prendra les expériences mystiques si elles ont des conséquences pratiques, accepterait un Dieu vivant dans le fait privé s'il pensait pouvoir l'y trouver. Fin de citation. Par une telle recherche qui vise à saisir tous les aspects de l'expérience humaine sans s'abandonner à la reconstruction de l'intelligence, le pragmatisme de James est, que nous l'avons vu, conduit à cette conception de la métaphysique que Bergson admire. Je cite encore, pour le rationalisme, la réalité est donnée de fait et achevée de toute éternité, tandis que pour le pragmatisme, elle est toujours en voie de se faire et attend que l'avenir vienne compléter sa physionomie. Avec le premier, l'univers est en sûreté dans le port définitivement. Avec le second, il poursuit sans cesse le cours de ses aventures. Fin de citation. Les réalités ainsi conçues pourront nous être avantageuses ou nuisibles. Ce risque conduit, d'une part, les philosophes anciens à établir un monde où siégeaient de toute éternité toutes les vérités possibles, et d'autre part, les philosophes modernes à mettre dans les choses et les faits une vérité au titre de la loi qui préexiste à l'expérience. Au contraire, le pragmatisme de James ne cherche pas de vérité derrière l'expérience aventureuse, mais il s'en tient à cette expérience pour établir une théorie de la vérité. Je cite la remarque de Bergson. Nous appelons vraie toute affirmation qui, en nous dirigeant à travers la réalité mouvante, nous donne prise sur elle et nous place dans de meilleures conditions pour agir. Fin de citation. Par ailleurs, Bergson découvre dans cette conception de la réalité une convergence des efforts métaphysiques fournis par James. Dans ses travaux précédents, il remarque ainsi que son empirisme radical présente la réalité indéfinie. Ensuite, Bergson pense que l'importance que James attribue à la théorie de Heffernan dans un pluralistique univers indique que le philosophe américain y trouve un moyen pour exprimer ses propres pensées métaphysiques. Enfin, Bergson insiste que The Varieties of Religious Experience est un livre qui tente d'élargir l'expérience métaphysique. Mais qu'est-ce qui permet cette convergence? Dans son premier ouvrage principal, intitulé The Principles of Psychology, publié en 1890, William James développe une étude psychologique pour aboutir à une théorie, ou plutôt à une vision qui assimile la conscience à un cran. Rappelons-nous que dans la préface pour la traduction française des extraits de la correspondance de James, Bergson prête attention à la fraîcheur due à cette vision. C'est cette vision de courant réel qui dirige comme un fil conducteur à travers les divers aspects de l'expérience tous ces efforts métaphysiques fournis dans les travaux ultérieurs pour établir finalement une lecture de la réalité où de grands crans spirituels se croisent. Frédéric Bolmus aurait certes raison de remarquer qu'il s'agit d'une distorsion comme Bergson trouve chez James de, je cite, vérités qui ont été senties et vécues avant d'être pensées,
vérité de sentiments qui pousseraient dans la réalité les racines les plus profondes, fin de citation. Et la vision de courant réel retenue pendant toute sa vie par William James pour ressusciter une sympathie philosophique. Chez Bergson, sans arrêt, jusque-là amené, assimiler cette vision à son intuition. Ralph Burton Perry remarque que, d'après la présentation de Bergson, je cite, le pragmatisme dans ses principes, sinon dans ses méthodes, est d'abord une métaphysique. Fin de citation. L'originalité de la lecture de Bergson consiste ainsi à découvrir avant tout un renouvellement de la métaphysique dans le pragmatisme et à faire dériver la théorie de la vérité de cette métaphysique. De plus, le pragmatisme constitue un point de convergence de tous les travaux métaphysiques de James, dirigés par sa vision de courant réel. Donc, dans toute son œuvre, il n'y a pas d'ouvrage plus comparable pour examiner la conception jamesienne de la métaphysique. Dans l'ouvrage sur les variétés de l'expérience religieuse, publié en 1902, c'est en se servant des témoignages de l'expérience mystique et des données de la recherche psychique que James tente de saisir un point commun des diverses formes de l'expérience religieuse. Cet effort conduit le philosophe à proposer un projet de recherche collectif appelé science des religions. Cette science consiste dans une activité critique effectuée à la lumière des autres sciences et de la philosophie. Je cite, elle peut dégager de l'opposition dogmatique une doctrine commune composée des affirmations qui seraient d'abord d'accord avec les sciences de la nature. En citation. Bergson éprouve la même nécessité d'un travail collectif des philosophes et des scientifiques. Il propose un projet de recherche appelé métaphysique positive. Dans une conférence faite devant les membres de la Société française de philosophie le 2 mai 1901. Ce projet de recherche vise à faire converger à travers leur confrontation les résultats probables des études philosophiques et scientifiques pour se rapprocher d'une certitude. Ainsi, dans une lettre, Bergson propose à James la constitution de cette métaphysique positive. Je cite, « Je suis très reconnaissant des aimables allusions que vous faites à mes travaux dans plusieurs de vos articles. Et vous appelleront l'attention sur la communauté de direction entre le mouvement d'idées si considérable que vous avez créé en Amérique et celui qui gagne de plus en plus de terrain chez nous. Je souhaite que ces efforts convergents aboutissent à la constitution d'une métaphysique positive, c'est-à-dire susceptible de progrès indéfini. » Fin de citation. D'après Floris Delattre, James trouve dans l'œuvre de Bergson, encore je cite, une sorte de raisonnateur qui en font pour son certaines notions encore indiscernables au fond de lui, les ont fait jaillir et lui permet de les déterminer avec précision. Fin de citation. Dans la lettre à James datée du 11 mars 1909, Bergson exprime de la même manière son admiration pour l'analyse de l'opération conceptuelle fournie par le philosophe américain. Je cite, « Sur le rôle purement pratique des concepts, vous vous exprimez beaucoup mieux que je n'aurais pu le faire, mais dans le sens même où je l'aurais fait. »
C'est bien un mapmaking que le travail conceptuel. Fin de citation. Si l'on appelle pragmatisme la tentative de William James d'élargir l'expérience à travers la confrontation avec les résultats des recherches philosophiques et scientifiques pour saisir tous les aspects de la vie humaine. Bergson aurait volontiers admis qui est pragmatiste, James Young. Voilà, j'aimerais remercier la Société japonaise pour la promotion de la science, pour soutenir mes études. Et avant tout, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci infiniment à nos deux intervenants de ce matin. Nous sommes dans une excellente gestion du temps, parce qu'il faut tenir compte du temps objectif qui nous rassemble, qui nous fixe et qui nous oriente. Ce qu'il y a de très intéressant dans ces deux communications que nous venons d'écouter ce matin, c'est qu'elles sont toutes inscrites dans ce que je pourrais appeler le bergsonisme fondamental. Et le génie de nos deux intervenants, Anna et Hisashi, est qu'ils font une sorte d'intertextualité entre les œuvres et les textes que Bergson n'aurait pas voulu voir publiés, mais que nous avons publiés, que nos devanciers, dans les études bergsoniennes, ont compris qu'il fallait publier. Et nous voyons bien comment ces textes, notamment ceux qui relèvent du grand volume publié en, je crois, 1972 par André Robinet, n'est-ce pas, et qui contiennent ces textes-là, le discours de Bergson devant la Société française de philosophie, auquel vient de se référer justement à juste titre Mathieu. Donc ces textes-là sont fondamentaux pour comprendre vraiment les œuvres de Bergson. Merci pour ces deux communications. Nous allons passer à la phase de débat qui couvrira aussi une trentaine de minutes. Et nous allons vous prier d'être clair dans votre questionnement ou dans votre contribution, d'être bref, afin que nous puissions avoir plusieurs séries d'interventions en 30 minutes. Donc, faites un effort pour ne pas dépasser 3 minutes quand vous prenez la parole. Et comme la bonne charité commence par soi, même j'aimerais, si vous le permettez, chers collègues, demander à Hisashi de nous expliquer un peu, quand il va reprendre la parole tout à l'heure, ce que veut dire chez Bergson cette mention qu'il a reprise tout à l'heure et selon laquelle le pragmatisme est de la métaphysique. Parce que quand on prend le mot pragmatisme, on voit bien que c'est non seulement chez lui une méthode, mais une méthode qui renvoie surtout à cet attelage aux faits. Il faut revenir vers les faits. Et je ne reviendrai pas sur tout ce qu'il a dit concernant les lignes de faits et qui a mis sur pied, n'est-ce pas, sa méthode, qu'il veut rapprocher de la méthode historique et de la méthode psychologique. C'est donc quoi cette formule dans laquelle il dit que le pragmatisme, c'est de la métaphysique chez Hisashi? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Et après, je dois donner la parole à celui qui lève la main. Qui est-ce qui lève la main? Je vois que c'est Tion Yum. Tion Yum. Tion, je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà. Je vois Tion qui a levé la main et je lui passe la parole. Est-ce qu'on peut ouvrir son micro, s'il vous plaît? Je n'ai pas levé mes mains, excusez-moi. Ah, d'accord, vous n'avez pas levé la main. Ah, d'accord, c'est mon curseur qui s'est posé chez vous, j'ai cru voir la main levée. Est-ce qu'elle main levée ou pas? Ah oui, c'est plutôt Katerina qui lève la main. Katerina, vous avez la parole, s'il vous plaît, allez-y. Oui, merci beaucoup, Émile. Merci Anna Kuzmiro et Hisashi Matsui pour leurs interventions vraiment
claire et très stimulante. J'ai une question pour Anna Kuzmiruk d'abord, parce que vous m'avez fait penser, quand vous avez parlé du Timeless Time, à la vie sans vie, à la vie tuée, dont parle une historienne américaine, Carolyn Merchant. Je ne sais pas si vous connaissez son ouvrage classique de l'écoféminisme, The Death of Nature, la mort de la nature. C'est un ouvrage classique qui pose le moment de la révolution scientifique comme moment de fin de la vie présente dans la nature, de mécanisation totale de la nature, ce qui a permis la manipulation de la nature, une attitude de plus en plus de maîtrise sans limite de la nature et de tous ceux qui s'identifiaient avec la nature, donc aussi les femmes, certaines races, etc. Et je pensais à cela, et c'est bien sûr aussi, ça a des analogies aussi avec la lecture de Canguilhem dans Machine et Organisme, dont il dit que le moment galiléen de mécanisation de la nature a tué la vie. Et j'avais toujours vu une sorte de possible prolongement de ce discours qui a une racine bergsonienne aussi, mais surtout du Bergson de l'évolution créatrice, dans les discours écologiques contemporains. Et vous avez prolongé même les discours sur les temps physiques vers ces discours-ci, ces actualités sur le changement climatique. Et je voulais en savoir plus parce que j'ai du mal, en fait, à m'arrêter à la théorie métaphysique du temps pour l'élargir au thème écologique, mais en effet, j'ai trouvé un grand stimule dans ce que vous avez dit, sans arriver à la biologie, mais par la physique, de s'élargir, de se pousser jusqu'à l'écologie. Et donc, je voudrais en savoir un peu plus de cette possible perspective. Et puis, j'avais une question aussi pour Hisashi Matsui. C'est une question plus factuelle, en fait, qui concerne Fechner. Vous avez rappelé un passage dont je ne m'en souvenais pas de la préface de Bergson à l'ouvrage de James, où il parle de la théorie de Fechner selon laquelle la Terre aurait une âme divine. Et c'est très intéressant. Je me demandais si vous avez trouvé d'autres références à cette idée qui, en fait, nous montre un visage différent de Fechner et aussi différent par rapport au Fechner de matière, avec lequel se rapporte Bergson dans Matière et Mémoire, non? Le Fechner Wundtian, mais plus le Fechner des ouvrages qui intéressaient à James, donc les ouvrages sur les plantes, les ouvrages sur les étoiles, sur les astres, de cette Allemagne plus romantique qui persiste dans le grand scientifique, dans le grand philosophe qui était Theodor Fechner. Et là, je me demandais si Bergson avait connaissance aussi de ces ouvrages, à votre avis, ou à quoi il pensait quand il voyait cette idée, parce qu'il la liquide, il s'en débarrasse assez rapidement, il en parle comme d'une curieuse théorie. Donc voilà, je me demandais si vous aviez trouvé d'autres références, et je vous remercie encore. C'est un grand plaisir de vous revoir à cette occasion, de pouvoir discuter. Ben voilà, en attendant que d'autres mains se lèvent, nous voulons laisser la parole au conférencier de ce matin pour qu'il commence à réagir. Commençons par la dame, si elle en a convenance. Anna, est-ce que vous voulez prendre la parole? Yes. If I understand you correctly, because I'm not very fluent in French, you asked me about timeless time and whether we can
compare it to the nature without nature, right? In environmental sciences. So it is first of all, it is very interesting comparison, and I didn't think of that. But in this short time, when I had a chance to think about it, I think there is a bit of difference because nature, in the view of climate change and so on, is spoken about as if there is no nature. It's already changed in something different, and we cannot go back to the nature as it was. If I'm correct in thinking about that, because I'm not a specialist in this area, but what Bergson says about timeless time is a bit different, because he says that physics wasn't speaking about time, but they were speaking about something they conceptualize, basically as some kind of space and not time. Thus, this metaphor, maybe it was just to I don't know, underline that the physics for a long, long time didn't speak about time, hence the timeless time. So in time, there is no time. But it all changed with quantum mechanics, at least Bergson, I think, would say that. So there is a slight difference, but yes, very interesting point of view. Does this answer your question, or was there more to it? Yes, sorry for speaking French. I didn't realize when I started, but no, I was wondering whether you can, how can you extend this timeless time and this Bergsonian idea of time to the contemporary ecological questions, without passing through the life, through the evolution créatrice, and through this idea of death of nature that has been more developed by Canguilhem or Caroline Merchant, with in her case without references to Bergson directly, but that are quite Bergsonian inspiration, I think. Well, I'm not able to answer this right now, because I think it would require some thinking about it. So sorry, very interesting thing to think about, but I don't think I'm able to answer just yet. But if you want to stay in touch, I can think about it and try to answer. With pleasure, with pleasure. No, because you made a reference to climate change, and I thought you had some hints to develop, but yes, because for me it's in Bergson's time there was this huge deal with changes in the theory of physics, the relativity theory, and the beginnings of quantum mechanics. And now for us it's climate change, the huge scientific debate, or even pandemic. So also science is put on the spot. That's why I invoke it. But to answer your question, that would require more thinking about it. Monsieur, je n'entends pas. D'accord, très bien. Merci. Donc, thank you, Anna, for your answers. And now we are giving the floor to Hisashi, who can give his answers to the question asked to him. Merci. Merci pour la question, Caterina. Et en fait, en ce qui concerne l'ouvrage de Heffernan, malgré sa méprise de son théorie physiquement psychologique, Bergson bien connu à son ouvrage, parce que
j'aime bien, c'est le Zoom, parce que c'est très pratique, parce qu'en fait, je peux chercher la lettre ou ça, comme ça. En fait, dans plusieurs lettres, James a fortement conseillé à Bergson de lire Hefner. Et surtout ah oui, voilà, cette lettre, j'ai mis sur le chat. Et j'ai mis, surtout, le doublage intitulé Zenta Vesta de Hefner. Et donc, Bergson, comment dire, répond à James en hésitant comment dire, en hésitant à une critique directe, par exemple en usant sa visa comme ça, mais en fait, dans une autre lettre, et comment dire, Bergson a communiqué à James son impression de cet ouvrage de Hefner. Et en plus, dans la préface à la traduction des extraits de la correspondance James, en fait, Bergson a dit plus directement, c'est bizarre, mais James a trouvé un moyen d'exprimer ses pensées dans l'ouvrage de Hefner comme ça. Voilà. Écoutez, chers collègues, je vous ai posé une question au début concernant cette formule qu'on trouve chez Bergson. Oui. Et qui dit que le pragmatisme est de la métaphysique. Métaphysique. Ok, en fait, oui. C'est pas un problème parce que pour moi, mon problème, c'est métaphore l'originalité de la lecture de Bergson sur l'ouvrage pragmatisme de James. Donc, en fait, comment dire, c'est le pragmatisme de James est interprété, par exemple, selon Bertrand Russell, c'est comme une théorie qui réduit la vérité à un cash value comme ça. Mais c'est pour Bergson, il ne lit pas l'ouvrage du pragmatisme comme ça. En fait, comme je l'ai montré, Bergson trouve un point essentiel de l'ouvrage James dans l'affirmation d'une métaphysique où tout se fait. C'est pas tout est fait. Voilà, c'est pourquoi j'affirme que l'ouvrage pragmatisme est une métaphysique. D'accord. Merci beaucoup pour cet effort de réponse. Je crois que cette question devra être retenue comme un aspect sur lequel nous pourrons encore discuter. Je voudrais passer la parole à Mathilde. Mathilde, peut-elle ouvrir son micro, s'il vous plaît, pour réagir? Oui, merci beaucoup. J'ai une question qui est un peu vaste pour Hisashi, notamment sur globalement la conception de la vérité chez Bergson et notamment la façon dont elle apparaît dans le texte qui dédie à William James et qu'on trouve de mémoire dans La pensée et le mouvant.
juste après le texte sur Claude Bernard. Et je trouve que c'est deux textes enfin, c'est le cas également chez Claude Bernard, on a du mal en fait à savoir ce qui relève de la philosophie des philosophes dont il parle, et enfin, du physiologiste aussi, et ce qui relève de sa propre philosophie. Et ce que je trouve assez intéressant dans ce texte et dans la confusion que, en tout cas, il a pu susciter pour moi, c'est que je trouve que finalement, la théorie de la vérité chez Bergson, elle est un peu paradoxale. Enfin, en tout cas, moi, elle me pose problème, notamment parce que il y a à la fois l'aspect local et transitoire de l'intelligence déposée en cours de route par la nature, et on touche quand même à une sorte d'absolu par l'intuition. Et donc, pour moi, je n'arrive pas très bien à démêler, si je puis dire, la vérité chez Bergson a quand même une forme d'absoluité et de toute éternité, ou si, étant donné que finalement, le tissu de toute réalité, c'est la durée, est-ce que finalement la vérité change en cours de route? Et je trouve que ce texte, justement, qui est dédié à William James, a cette ambiguïté-là, puisqu'il montre que justement la vérité, pour le coup, change en fonction de ses objets, etc. Et voilà, du coup, concernant ce texte, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous diriez que c'est quelque chose que c'est un texte qui est vraiment sur la philosophie de William James et il ne faut rien y projeter de la philosophie de Bergson, parce que justement, même s'il y a une parenté métaphysique, il y a quand même une différence dans la conception de la vérité, de la connaissance dans d'autres points, ou est-ce qu'il faut malgré tout y lire quelque chose de bergsonien? Enfin, je sais que c'est une question vague, mais voilà, j'étais curieuse d'avoir votre réponse. Non, c'est très clair. Merci beaucoup, Mathilde. En fait, mais comment dire, si vous trouvez, comment dire, vous cherchez dans ces textes ce que Bergson vraiment veut dire, mais tu gagnes pas beaucoup. Mais en fait, c'est le problème. Bergson, très rarement, parle de la vérité ou de la, comment dire, elle ne développe pas beaucoup de la théorie de la connaissance. Mais en fait, je pense que ouais, j'ai dit il n'y a pas beaucoup, mais en fait, je pense que Bergson, Bergson ne veut pas fonder la faculté de connaître ou les connaissances humaines sur quelque chose ou sur quelque réalité. Non, c'est pas, il n'est pas quelqu'un qui a une, comment dire, qui essaie de fonder quelque chose. En fait, pour lui, c'est d'abord la métaphysique ou une pensée de la réalité, et c'est après par exemple, comme dans l'évolution créatrice, par exemple, la faculté de l'intelligence dérive comment dire, une interruption de la vie comme ça. Donc, en fait, d'abord la métaphysique et après la théorie de connaissance. Donc, en fait, ce point essentiel, Bergson découvre dans l'ouvrage de James, pragmatisme. Voilà. Merci encore pour cette réponse. Je crois que la discussion se poursuit. Nous avons encore 9 minutes avant d'arriver à 10 heures. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole? Oui, Joël, vous avez la parole. Je vois que votre micro est déjà ouvert. Oui, bonjour, merci pour ces deux interventions. J'ai une question pour Rizachi. C'est juste une question assez générale. C'est qu'il me semble, si je ne me trompe pas, donc le premier livre de philosophie de James, c'est l'ouvrage sur l'expérience religieuse. C'est bien son premier, c'est ça, hein. Et inversement, le dernier livre de philo de Bergson, c'est son ouvrage sur aussi l'expérience religieuse, en fait. Et en fait,
j'ai plus trop les deux sources en tête, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de références à James, en fait, il me semble, dans les deux sources. Et donc, quelle a été l'influence, en fait? Il y a certainement une influence de James sur Bergson. Je suppose, ça me paraît évident qu'il y ait une influence de James sur Bergson là-dessus, mais quelle a été son influence, en fait, exactement? Je ne sais pas si tu as travaillé ça. C'est difficile. En fait, comment dire, Bergson a fait référence à James. En fait, oui, oui, vous vous rappelez, déjà dans l'essai sur les données immédiates, au début, Bergson réfère un petit peu à James. Et après, bien sûr, c'est comme vous le dites, dans deux sources, comment dire ça, il raconte une anecdote c'est un tremblement de terre de James. Donc, en fait, oui, comment dire, Bergson s'intéresse toujours aux ouvrages de James. Mais en fait, comment dire, si vous demandez à James, vous demandez à Bergson quelle influence il a reçu de James, peut-être Bergson vous aurait dit que pas d'influence, mais en fait, je ressens très fortement une sympathie pour sa, comment dire, pour sa philosophie. Parce qu'en fait, comment dire, chaque fois, les commentateurs ont remarqué une similitude, par exemple, c'est la durée et the stream of conscience and pure experience and le monde d'image. C'est beaucoup de points, c'est un rapprochement. Mais en fait, chaque fois, peut-être, Bergson, non, c'est pas d'influence. Mais en fait, après, oui, je me suis convaincu que moi et James, c'est un peu approche, c'est comme ça. Mais en fait, en plus, j'aimerais remarquer un petit point, parce qu'en fait, pour Bergson, James est avant tout c'est philosophe. Par exemple, c'est comme je l'ai dit, tout à l'heure, dans la préface à la traduction française des extraits de la correspondance, en fait, ouais, tout le monde a dit c'est le principles of psychology, c'est une vraie étude positive de la psychologie. Non. C'est vrai, mais en fait, je devine comment dire, une vision ou une intuition philosophique chez James. C'est comme ça, en fait, sur le pragmatisme de William James, Bergson remarque que, en fait, les variétés de l'expérience religieuse, c'est comme ça. En fait, c'est un livre de la métaphysique, il insiste. Donc, c'est un petit peu compliqué, les deux philosophes. Désolé, c'est pas clair. Bien. Je crois que nous pouvons, comme je ne vois pas de main levée, nous pouvons passer à quelque chose que je pourrais appeler les remarques finales. Je voudrais dire grand merci, non seulement à l'organisation, mais surtout à nos deux intervenants de ce matin, Anna et Hisashi. Il est clair que le principal intérêt de ce que vous venez de faire, c'est de nous avoir mis le doigt sur quelque chose de difficile. Les deux exposés nous montrent que nous allons
continuellement relire pour chercher à établir ces ponts que vous avez dessinés ce matin. Et personnellement, je crois que par rapport à Bergson et James, Bergson n'aura pas eu beaucoup de temps avec James, puisque James va s'en aller même avant la publication de l'énergie spirituelle en 1919, il ne sera plus vivant. Mais je crois dans les années 1910-1912, si je ne me trompe. Donc, il a juste eu le temps, Bergson, d'avoir des correspondances avec un vieil homme, beaucoup plus âgé que lui. Et il y avait effectivement cette sympathie que les deux ont remarqué, cette sympathie intellectuelle, ce rapprochement intellectuel entre les deux. La question de la formule de Bergson, pour moi, demeure à être creusée, à être poursuivie. La même chose chez Anna, qui nous a parlé avec beaucoup d'expérience de maîtrise de texte, The Empty Space, Abstract Time, Bergsonian Critique of Scientism, à propos New Physical Theory in 20th Century. Et la conférence des charges est portée sur Henri Bergson, le pragmatiste jamesien. Je crois que vraiment, ce sont des sujets que nous allons davantage travailler avec d'autres bergsoniens qui viendront. Je crois que nous vous annonçons pour la suite, avant si Catherine n'en a rien à dire, je lui laisse la parole, je lui laisse le mot, si elle a des orientations à donner pour la suite. Est-ce qu'il y a des changements ou tout est maintenu comme c'était prévu? Catherine, s'il vous plaît. Non, tout est confirmé. Nous nous retrouvons ici dans 30 minutes, 32 minutes par la précision. Et voilà, la salle restera ouverte. Donc pendant tout ce temps-là,